Alors, on poursuit avec les questions. Le premier bloc, c'est une économie redistributive. Première question, 3 minutes. On va commencer par Marie-Ève. La question, c'est quelle serait votre priorité par rapport à l'économie? Par où faudrait-il commencer? 3 minutes. Une priorité sur l'économie. Je ris là, mais c'est pas évident à répondre quand même. Alors, j'ai formulé la priorité comme suit: redonner aux gens les moyens pour bien vivre. Si on doit avoir une priorité économique pour Québec solidaire, dans Tachereau, mais aussi de façon plus nationale, parce que je pense pas qu'on pourra parler d'économie locale tout à l'heure, mais il y a vraiment un enjeu qui dépasse la circonscription au niveau de l'économie. Et c'est vraiment de renverser concrètement cette visée qui est de mettre l'économie au service de la population, plutôt que la population au service de l'économie. Donc ça, c'est vraiment la priorité, selon moi, qu'on doit avoir. Par où commencer, c'est pas nécessairement évident non plus. Il y a quand même des paradoxes. À Québec, actuellement, on se considère en situation de plein emploi. Le taux de chômage est quand même assez bon. On parle autour de 5% pour la ville de Québec. Et pourtant, encore aujourd'hui, on fait notre débat dans la basse-ville. On était en Haute-Ville la dernière fois. On parle d'environ 10 ans de différence d'espérance de vie entre les gens de la Haute-Ville et de la basse-ville. Ça se passe concrètement chez nous. Actuellement, il y a environ 750 000 personnes au Québec qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins de base pour vivre. Ça se passe actuellement chez nous, mais à la grandeur du Québec aussi. Ces inégalités-là, dans le fond, ne permettent pas, l'économie ne permet pas de redonner aux gens les moyens pour bien vivre. C'est par là, selon moi, qu'il va falloir commencer. La priorité, ça va être de mettre en œuvre des mesures de redistribution du revenu. On parle d'augmentation du salaire minimum. On peut même aller plus loin aussi. Il y a certaines campagnes, je pense à celle portée entre autres par le collectif pour un Québec sans pauvreté, là, du 5, 10, 15. Donc on parle effectivement d'un salaire à 15 $ de l'heure, d'avoir son horaire 5 jours à l'avance et d'avoir 10 jours de plus payés dans l'année là, pour congé, maladie d'enfant, etc., etc. Donc ça, c'est des façons pour moi de travailler à l'économie. L'amélioration des revenus, revenu minimum garanti, un régime de retraite universel, ça va être aussi des façons de faire. Bien sûr, on peut parler de réformes fiscales majeures, on peut parler de différentes mesures qui sont portées par Québec solidaire, mais aussi par différentes coalitions des mouvements sociaux, l'augmentation des paliers d'imposition, qui est une mesure qui nous permettrait d'aller chercher jusqu'à 1 milliard de dollars et qui permettrait en plus de diminuer les impôts de 80% de la population. Ce qui me semble un bon coup. Quand on parle d'économie, on nous a beaucoup vendu aussi qu'il faut créer la richesse pour la redistribuer. Moi, je pense qu'il faut créer des emplois qui sont à la couleur et à la hauteur de nos valeurs. Donc, quand on parle d'économie, si on veut parler de logement social, par exemple, un vaste chantier de logement social participe à l'économie, un vaste réseau de transport structurant aussi. Merci. Vous avez vu, hein, c'est des petits jeux subtils, mais c'est pas c'est ça, on se pratique, là, on va s'adapter. Alors, la même question pour Catherine, quelle serait votre priorité par rapport à l'économie? Par où voudrait-il commencer? Je ne répéterai pas ce que Marie-Ève a dit par rapport à la redistribution de la richesse. Je vais recommencer, je vais donner Vous l'avez entendu de toute façon. Je ne répéterai pas ce que Marie-Ève a dit par rapport à la redistribution de la richesse. Mais il y a un des problèmes qu'on a à Québec solidaire par rapport à la population qui a des préjugés, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais comment on va faire? C'est des espèces de rêves en couleur, on n'a pas d'argent, puis bon, c'est très répandu l'idée selon laquelle on n'a pas d'argent. Donc, je pense que l'affaire importante en économie, c'est de faire réaliser que le but premier, c'est de regagner notre marge de manœuvre. On a, quand 50% de notre budget au Québec s'en va dans la santé et l'éducation, c'est difficile de faire des moves avec l'argent qu'on a de taxes pour réinvestir dans toutes ces choses-là. Donc, il faut faire comprendre au monde qu'on va aller en chercher de l'argent, qu'il y en a de l'argent, puis qu'il suffit d'aller le chercher là, il se trouve. Donc, par la lutte contre les paradis fiscaux, la moitié des transactions financières mondiales passent par les paradis fiscaux. La moitié des transactions financières, c'est énormément d'argent.
Le Canada a signé en 1980 un traité avec la Barbade qui permet aux gens de mettre leur revenu là-bas puis de ne pas avoir une double imposition. Donc, ils sauvent l'impôt ici. Et ce traité-là, en ce moment, le Canada est en train de le répéter un peu partout avec d'autres paradis fiscaux. Tant qu'on va rester une province avec une main dans le dos, on est tributaire de ça, on ne peut rien faire. Évidemment, ramener la taxe sur le capital des banques, juste ramener la taxe sur le capital des banques, ça paye l'université jusqu'au doctorat gratuit chaque année. Imposer davantage les grandes entreprises, pourquoi en 1980 on pouvait les imposer à 40%, puis maintenant on les impose juste à 15%. Une taxe Netflix, une taxe pour toutes les GAFA, comme on les appelle, Facebook, Apple, toutes ces grosses compagnies-là qui payent à peu près pas d'impôts, qui ont des PDG milliardaires, qui gagnent des centaines de milliers de dollars par seconde ou minute, en tout cas je me souviens plus du chiffre. Les imposer, ils sont en train d'envahir notre culture, c'est un tsunami culturel énorme, ça occupe nos journées, ça a pris la place de plein de choses qu'on faisait ensemble autrefois. Ces compagnies-là doivent payer des taxes et doivent en plus payer des redevances, comme aujourd'hui, comme autrefois, les compagnies de câble devaient donner de l'argent au fond des médias pour la production culturelle d'ici pour pallier à ce tsunami-là. On ne pourra pas le faire quand on va être une province, encore une fois, c'est une compétence fédérale. Nationalisation d'Internet, un projet de Québec solidaire avec les revenus de ça, et ça ferait des revenus aussi qui pourraient aller à l'État. Ça essaie de financer le pétrole. Le Canada finance à 1,4 milliard par année le pétrole. Diviser ça par 5 pour savoir combien les Québécois on donne au Canada pour financer l'industrie pétrolière, qui n'est absolument pas dans nos valeurs. Une grande majorité de Québécois ne veut pas ça. Négocier nos propres traités internationaux quand on laisse les fromages français envahir le marché québécois. Qui perd? Qui va payer pour le chômage de tous ces producteurs de fromage qui ont réalisé leurs rêves partout en région au Québec, qui ont fait des choses extraordinaires et qui maintenant, pour le blé, c'est terminé. Bon, j'en avais d'autres, on dira ça plus tard. Quand je vous montre la main, il vous reste 15 secondes. OK, il reste 15 secondes. Il y en a de l'argent. Il y en a de l'argent. Il faut le faire comprendre aux Québécois. Il y en a. Merci. Bon, là, on s'est pratiqué la première. Deuxième, oui, puis je n'arrive pas pour les féliciter le plus souvent possible. C'est à la fois toujours très intéressant, puis je suis toujours impressionné par la qualité de vos réponses. Alors, deuxième question, c'est Catherine qui va y répondre dans un premier temps. Juste vous dire, mesdames, qu'il y a des questions que vous connaissiez. Il est possible, dans les prochaines questions que je vous pose, que vous allez trouver que ça va toucher des aspects que vous aviez déjà abordés. Vous savez que la redondance est des fois très pédagogique. Alors, deuxième question, en commençant par Catherine, 2 minutes. Quelle est votre position face à la pauvreté et l'exclusion sociale en général et quels moyens pensez-vous prendre afin de les contrer? 2 minutes. OK, là, on est encore dans l'économie. OK, exclusion sociale. OK, on recommence. C'est correct. Non, c'est beau, c'est bon. Non, c'est ça. Là, on est économie redistributive. Il y avait une première question que vous connaissiez chacune. 4 autres questions de 2 minutes. Ensuite, on va aller sur le thème des services publics. Alors, je recommence. Quelle est votre position face à la pauvreté et l'exclusion sociale en général? Et quels moyens pensez-vous prendre afin de les contrer? C'est des questions simples en passant ça. Ma position face à la pauvreté et l'exclusion sociale, évidemment, il faut lutter contre ça le plus possible. C'est pas normal qu'un ministre québécois qui est à la tête qui est ministre pour un parti qu'on a élu, juge, comment il a dit ça, révolutionnaire, audacieux, son dernier plan de lutte à la pauvreté qui va faire que ils vont sortir 100 000 personnes de la pauvreté. Il y a 700 000 personnes qui vont demeurer pauvres, comme si c'était pas grave. Comme 700 000 personnes, c'est une personne sur 10 au Québec. Si on est 10 dans une salle, il y en a un qui est pauvre, puis tout le monde fait « Ah, ben c'est audacieux comme plan, on le laisse pauvre ». Vivre avec 55 % l'aide sociale, en ce moment, les gens qui sont sur l'aide sociale vivent avec 55 % des besoins de base. Puis même ceux qu'on va sortir de la pauvreté arrivent ici, là, ils n'ont aucune marge de manœuvre, donc ils ne peuvent pas utiliser aucun surplus pour avoir un impact sur leur propre vie. Finalement, ils ne vivent pas d'indépendance, ils ne vivent pas de capacité de changer leur situation. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que chacun puisse vivre dignement avec le minimum qui est requis, et même un petit peu plus, parce qu'il faut une marge de manœuvre, un petit peu plus que le minimum requis pour couvrir ses besoins de base. Évidemment, quand tu payes dans ta chevaux, on sait qu'il y a 70 % de locataires, juste 30 % de propriétaires. Parmi ces locataires-là, il y en a 30 %, 1 sur 3 des locataires qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Non, excusez-moi, qui mettent plus que 30 % de leurs revenus dans leur loyer, ce qui est beaucoup trop. Mettre le tiers de ton revenu qui est déjà bas,
dans ton logement, il faut des logements sociaux, il faut qu'il y ait plus de coop, il faut qu'il y ait plus de logements sociaux. Le besoin est criant, ça fait des années qu'il y a des groupes comme le Frappru luttent pour ça. Donc, c'est ça qu'il faut. Il me reste 15 secondes. Freiner la spéculation, la gentrification, il faut plus d'encadrement pour la hausse des loyers. Il faut écouter les organismes sur le terrain qui ont une connaissance intime, parce qu'ils travaillent avec eux, de ces réalités-là. C'est eux qui savent, qui vont savoir nous orienter dans ce sens-là. Et donc, c'est une expertise extrêmement importante. Qui? Je répète la question? Non, ça va. 2 minutes. Nous avons au Québec une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, communément appelée dans le jargon loi 112, qui n'a malheureusement très peu d'effets, disons, alors qu'elle devrait, en théorie, encadrer l'ensemble des programmes et il devrait y avoir à partir de cette loi-là une étude d'impact sur toute nouvelle mesure. Étude d'impact qui est parfois faite pour dire, bon, ben c'est plate, les revenus vont baisser, mais ça s'arrête là. Donc, je pense qu'on a quand même un outil. Ça a été une loi votée suite à une très longue et importante mobilisation citoyenne. Fait que je pense qu'effectivement, il y a déjà quelques outils qui existent. Ceci étant dit, ben, vous comprendrez que pour voter exclusion sociale, on est contre ce phénomène-là. Et nous avons les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et d'ailleurs, Québec solidaire met de l'avant depuis plusieurs années son revenu minimum garanti. Et qui n'est pas le revenu minimum garanti qui va nous tomber sur la tête dans les prochaines semaines, le projet un peu de François Blais et ses acolytes. Donc, un revenu minimum garanti, ce qui est intéressant là-dedans, mais bien sûr, c'est le rehaussement du revenu qui vient avec. Donc, la perspective, je ne sais pas à combien, là, on va le chiffrer dans le prochain cadre financier. Il va être indexé, là, mais on parlait autour de 13-14 000 par année pour commencer, et toujours en vue d'atteindre, effectivement, le seuil de faible revenu pour sortir les gens, effectivement, de la pauvreté. Donc, un revenu minimum garanti, ce qu'il y a aussi d'intéressant là-dedans, c'est toute la déconstruction du préjugé autour des gens qui le méritent pas, ce qui se passe actuellement avec le phénomène, avec la loi d'aide sociale. C'est court, 2 minutes. Donc, voilà. Sinon, ben, effectivement, il va falloir prendre aussi des mesures, ça ne vient pas seul. Il y a la question du revenu qui est très centrale. On peut parler de logements sociaux, on peut parler de contrôle des loyers dans le privé, et on peut aussi parler d'un panier efficace de services publics, mais nous y reviendrons. J'arrête maintenant. Oh, mais vous avez une réaction, j'allais dire, similaire par rapport à vous. C'est très équitable pour ça. Alors, prochaine question, c'est Marie-Ève pour 2 minutes. Je vous le rappelle, tant qu'on reste sur le même thème, les questions ont tendance des fois à tourner autour, mais ça vous permet de mettre peut-être l'accent sur certains aspects qui vous tiennent plus à cœur. Avez-vous des exemples concrets de mesures qui ont été prises pour encadrer l'économie dite de partage? 2 minutes. Est-ce qu'on des exemples existants ou à mettre en place? À mettre en place, c'est comme vous le souhaitez. C'est bon, c'est juste pour voir. Parlons Airbnb. En fait, je dis ça, là, mais c'est l'exemple flagrant. On sait que Québec solidaire a déjà proposé aussi un projet de loi, a beaucoup lutté dans le phénomène Uber et compagnie, l'impact sur les conducteurs, conductrices de taxi et les impacts dans leur vie. J'ai quand même envie de vous parler d'un autre phénomène, dit d'économie de partage, qui s'appelle Airbnb et autres plateformes d'hôtellerie illégale, pour l'appeler par son vrai nom. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'actuellement, dans les quartiers centraux, il y a vraiment un enjeu majeur avec ce phénomène-là. Et les impacts sont nombreux. Entre autres, on est en train de perdre tranquillement un parc locatif. Donc, il y a de moins en moins de logements disponibles, puisqu'il devient plus intéressant pour certains propriétaires de faire la location exclusivement au niveau des logements entiers. Je parle, est-ce que tout le monde est familier avec le phénomène? Alors, on a des logements entiers qu'on peut louer, des chambres, héberger quelqu'un sur son divan, il y a différentes formules et tout ça. Mais pour ce qui est du logement entier, ce qu'on a dans certains quartiers, on parle du Vieux-Québec, on parle de Saint-Roch, on parle de Saint-Jean-Baptiste, on parle de Saint-Sauveur, même dans Montcalm aussi, tranquillement, le phénomène arrive. Donc, on parle d'une perte de logements locatifs, des logements qui ne sont plus disponibles pour des résidents et résidentes d'abord, mais avant tout pour des touristes. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire là. On pourrait, par exemple, décider de mettre un peu... Il y a quand même une loi qui est appliquée actuellement qui dit que
Si c'est fait de façon régulière, ça ne devrait pas être permis. Et je pense qu'il faut, parce que je vais dire juste ça, mettre les mesures et les moyens, donner les mesures pour que cette loi soit appliquée avec beaucoup plus de monde. Merci. J'aurais dit la question, ça va? Non, ça va. 2 minutes? Moi, j'ai beaucoup aimé le projet de loi qui a été proposé par Québec solidaire dernièrement par rapport à ça. En gros, ce que ça dit, c'est qu'il faut l'encadrer, il ne faut pas le contrer, il ne faut pas dire c'est de la merde, interdisons ça. Mais encadrons-le. Un appartement ne peut pas être voué à ça. Ça peut aider des gens qui ont des revenus faibles ou moyens à se permettre des vacances, par exemple. Fait que si c'est maximum 60 jours, c'est correct, c'est acceptable, tant qu'il y a des taxes qui sont payées, qui vont à l'État, puis que les informations sont données à l'État. Certains vont dire, ben non, c'est poche même ça, parce que ça amène des touristes. Déjà, l'été, on le voit, moi je le vois dans mon quartier, j'en vois plein des touristes qui, c'est évident, qui sont là-dessus. Sauf qu'il y a quand même une réalité, la révolution numérique est une réelle révolution, c'est une force, encore une fois, de tsunami qui nous arrive dessus. On a essayé pendant des décennies, à partir du moment où Napster est arrivé, puis qu'il y a de la musique gratis, que le monde téléchargeait sans payer les artistes, sans payer les musiciens, on a essayé, ça a été le début de ça, et on a essayé de contrer ça, on a essayé d'interdire ça, on a essayé de parler de droits d'auteur, de sensibiliser les gens, et tout ce qu'on a fait, c'est perdre 20 ans à faire quelque chose qui ne marchait pas parce que les gens contournent, les gens savent comment faire, parce que à cause de cette révolution numérique-là, on ne peut pas freiner, mais par contre, on peut, dans cette économie de partage-là, on peut encadrer et on a besoin de le faire. Qu'une compagnie décide de faire plein de cash, devienne une multinationale énorme, en louant des logements de gens qui habitent ici pour d'autres personnes qui habitent ailleurs, OK, mais paye. Tu es une grosse compagnie, paye tes taxes, donne tes informations à l'État. Et si c'est fait, si l'État, on est capable de garder le contrôle là-dessus, puis de s'assurer que ça reste une chose qui maximise le bien commun, ben c'est exactement ce que vise le projet de loi d'Amir de Québec solidaire, puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, enfin, que quelque chose arrive. Merci. Prochain. C'est bon? Ouais, je ne veux pas accrocher le micro, je suis sensible. Il y a des gens comme ça sensibles. Prochaine question, c'est Catherine. Premier tour de réponse. Toujours sur le grand thème de l'économie redistributive. Quelles mesures budgétaires mettriez-vous de l'avant pour favoriser le logement abordable? 2 minutes. Financer des coops, financer des... On a besoin de milliers, je ne me souviens plus du chiffre exact, le Frappru pourrait me le dire, mais... C'est combien, 50 000? C'est ça. On a besoin de 50 000 en 5 ans de logements sociaux. Merci Marie-Ève. Québec solidaire et plein de ressources. Donc c'est ça, il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. C'est tout. Quand on met une cible quelqu'un ne doit pas mettre plus que 25% de son revenu dans son logement, c'est pas une cible de même dans les airs juste pour rêver. Donc voilà. Je ne saurais que dire de plus. Il faut qu'il y en ait assez pour tous ceux qui en ont besoin. Et? Il me reste 1 minute, je pourrais dire que si on convertissait l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, ce qui est un super beau projet défendu par plein de groupes écologistes à Québec, on pourrait, juste dans Tachereau, permettre la construction de 1200 logements autour de ce nouveau boulevard urbain-là. Non seulement ça encouragerait le transport actif, mais ces 1200 logements-là, ça pourrait être des logements sociaux. Si on sort de Tachereau, ça serait 6000 nouveaux logements qu'on pourrait bâtir. Ça serait extraordinaire, ça correspondrait à ce que ça pourrait vraiment être un beau projet. Et ça pourrait aussi, c'est le nombre de logements, 6000 logements, que ce que les promoteurs veulent construire sur les terres des Sœurs de la Charité, là, qui est un super terrain, un beau port, on ne veut absolument pas que ça se passe là. Ben, avec le concours de l'État, pourquoi pas construire des logements sociaux en ville, dans un endroit avec des rues complètes où les gens vont pouvoir marcher, aller à vélo, et ces gens-là avoir une belle qualité de vie. Merci. Ça va? Quelles mesures budgétaires mettriez-vous de l'avant pour favoriser le logement abordable? 2 minutes. Mesures budgétaires. Tout d'abord, si on prend... Moi, je parlais de logement social. La notion de logement abordable, en fait, c'est un peu un fourre-tout dans le langage, surtout fédéral, là, pour dire le reste, ça va être du logement abordable, ça contrôle absolument rien. Pour ce qui est du logement social, c'est vraiment le type de logement qu'on connaît un petit peu plus, donc les HLM, les coopératives d'habitation ou les OSBL d'habitation. OSBL, on peut penser à Pêche-Sherpa, par exemple, qui est sur Charest, là, pas très loin d'ici.
Les mesures budgétaires à mettre en place, ben, c'est un budget. Puis tantôt, je parlais, la première question, d'un vaste chantier de logement social. Quand on parle dans une perspective économique, ben, c'est aussi ça, de se donner les moyens. Pour ça, ça prend des endroits, pour ça, ça prend des terrains, et pour ça, ça prend des bonifications des programmes existants, des réformes importantes des programmes existants. Actuellement, la seule façon de construire du logement social, c'est un programme qui s'appelle Accès Logis, qui est limité à environ, pas environ, mais à 2500 unités pour tout le Québec par année. Et donc ça, c'est extrêmement insuffisant. Effectivement, comme Catherine a dit tantôt, comme je disais à Catherine qui l'a dit par la suite, c'est le 50 000 logements sur 5 ans qui est porté par les groupes qui travaillent sur les questions de logement social. Donc, pour ça, ça nous prend aussi les unités qui viennent avec. Puis les 50 000, on construit plus de HLM depuis 1994, depuis que le fédéral s'est retiré des subventions. Donc, effectivement, il y a quelque chose au niveau du logement social, un levier économique qu'on doit se donner, effectivement, par le projet de pays qu'on souhaite bâtir et qui nous permettrait d'avoir tous les leviers. Le fédéral vient de se doter d'une stratégie boiteuse de logement, sur le logement, tout ça, dont on attend encore les résultats concrets. Mais je pense que de se rapatrier ce pouvoir-là et de pouvoir gérer nous-mêmes les terrains, les endroits, et puis du logement social, ça demeure du bien commun. Donc, je pense que ça serait ça qu'il faudrait mettre de l'avant. Dernière question dans le bloc de l'économie redistributive. C'est Marie-Ève qui répond la première. 2 minutes. Alors, comment l'État pourrait-il chercher plus de revenus pour réaliser les mesures que Québec solidaire propose? Comment l'État pourrait-il aller chercher plus de revenus pour réaliser les mesures que Québec solidaire propose? 2 minutes. Mais il en existe plusieurs. Ben, tout d'abord, j'aimerais souligner que depuis le début, Québec solidaire a été, je vais dire pas vrai, le seul parti qui a présenté des cadres financiers à chaque élection qui étaient équilibrés. Donc, toutes les mesures et toutes les propositions que l'on a mis de l'avant, on a toujours aussi mis de l'avant les moyens pour aller chercher de l'argent. Je vous parlais tout à l'heure de la réforme fiscale, de revoir les paliers d'imposition afin effectivement d'augmenter la part des plus riches. C'est une première mesure qu'il faut mettre en place. Augmenter de 10 paliers d'imposition, c'est aller rechercher 1 milliard de revenus tout en faisant diminuer les impôts de 80% de la population. Ça, je pense que c'est une place importante. Catherine parlait tout à l'heure de l'impôt des entreprises. C'est aussi une façon de revoir la fiscalité à l'intérieur de ça. On a parlé aussi des redevances minières. Qui pourrait être une façon, effectivement, on parlait d'entreprises qui doivent payer leur juste part. Je pense que les minières ont assez creusé sous-sol pour être capables de nous redonner de l'argent sur ce qu'ils ont pris. Et on reparlera d'environnement tout à l'heure. Dans les mesures fiscales que l'on peut mettre de l'avant aussi, qui sont déjà appuyées, on en a parlé de la taxer les banques sur leurs profits, hein, quand on parle de taxe sur le capital. Donc, c'est une façon. Je pense que les banques ne sont pas dans marde actuellement. Donc, ça serait une façon aussi d'aller rechercher de l'argent. L'évasion fiscale, comment est-ce qu'on va lutter collectivement contre les paradis fiscaux aussi. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont mises de l'avant et on pourrait même mettre de l'avant nos projets comme Pharma Québec qui nous permettrait d'économiser effectivement en santé sur les médicaments. Voilà. Merci. J'ai déjà un peu répondu à la question tantôt. Marie-Ève vient de compléter. Je veux juste ajouter ce que j'ai sur ma liste qui n'est pas là. Je pense qu'à deux, on arrive à aller chercher pas mal de milliards. Il y a 5 milliards qui viennent du Québec pour financer l'armée canadienne. Alors que nos écoles sont dans l'état que l'on sait, qu'il y a des gens qui travaillent et vivent des choses extrêmement difficiles dans les hôpitaux, aujourd'hui, les travailleurs sociaux, dans le Devoir, il y a un article, ils sont débordés. Tout le monde finalement, capote, puis on envoie 5 milliards à l'armée pour une cause qui ne parle à pas grand monde au Québec. Juste le fait qu'il y ait des dédoublements de ministères au Canada puis au Québec, que ces dédoublements de ministères-là se font compétition pour la faveur populaire, énormément d'argent est investi là-dedans. Juste
arrêter de donner de l'argent à un gouverneur général puis à une espèce à des postes reliés à la royauté britannique. Juste ça, plus enrayer les dédoublements de ministères, ça nous sauverait 2 milliards de dollars de plus par année. En plus de tout ce qu'on sauverait à ne pas financer des trucs. Je parlais tantôt de l'industrie pétrolière, je parle de l'armée. Il y a énormément d'autres trucs qui sont dans cette talle-là de choses qu'on paye et qui ne nous reviennent pas. La construction navale, l'énergie, les subventions à l'énergie dans le reste du Canada, on paye notre part alors que le Canada n'a jamais donné un sou pour Hydro-Québec. C'est toutes des choses comme ça qui fait que une partie du produit de notre travail est siphonnée par des choses qui ne travaillent pas pour notre intérêt. Alors, une dernière façon, avec tout ce qu'on a nommé, pour aller rechercher une marge de manœuvre, pour aller chercher de l'argent, ben, ça serait déjà de faire apparaître le Québec sur la carte du monde. Merci.